Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 29 avril, la chasse aux rats a débuté il y a quelques jours à Toulouse et va bientôt s'achever. Du raticide a en effet été distribué dans les mairies annexes. Une journée dédiée à l'hélicoptère à l'ENAC avec des démonstrations au rendez-vous. Et puis le muguet est arrivé en début de semaine chez les fleuristes toulousains. Mais tout d'abord, vous le savez, après avoir observé une trêve pendant les vacances, les conducteurs de Tisséo ont repris leur grève en début de semaine. La direction a porté plainte contre les grévistes, en cause notamment la légalité des barrages filtrants à l'entrée des dépôts. La décision du tribunal sera rendue demain matin à 11 h. On écoute les avocats des syndicats ainsi que le leader de Sud Tisséo au micro d'Alain Sorat. Cette plainte est pour moi une atteinte parce que effectivement c'est un conflit qui s'inscrit dans d'autres conflits. On a quand même eu des exemples dans le passé déjà de difficultés sur le respect du droit de grève. Je crois qu'aujourd'hui l'EPIC Tisséo essaye d'indiquer qu'il y a des troubles manifestement illicites et des situations de blocage et qu'au final la charge de la preuve repose sur l'EPIC Tisséo et qu'aujourd'hui nous n'avons aucun élément de nature à caractériser ce blocage. Nous sommes dans la diffusion de ce tract, dans de l'information syndicale et nous considérons que nous sommes dans le plein exercice de la liberté du droit de grève et la liberté syndicale, raison pour laquelle nous considérons que les demandes qui sont faites aujourd'hui par la société Tisséo n'ont pas vocation à prospérer et qu'il ne faut absolument pas que le tribunal lui permette de faire ce qu'il demande, c'est-à-dire des contrôles d'identité, des enregistrements des salariés et au-delà des menaces financières qui pèseraient sur les salariés. Aujourd'hui, est-ce que vous allez aller plus loin et porter plainte à votre tour? Est-ce que les syndicats à leur tour vont porter plainte? C'est effectivement une question qui demeure en discussion. Ce que je peux vous dire en revanche de mon côté en ce qui concerne mon cabinet, c'est que nous sommes actuellement en cours de finalisation d'une assignation pour faire constater le mépris des dispositions légales par l'EPIC Tisséo dans le cadre de l'aménagement de l'exercice du droit de grève et de la continuité du service public. Ah bah, déjà nous, oui, pour tout ce que fait la direction sur les atteintes au droit de grève, on a un dossier en cours, effectivement, parce qu'avec les nouvelles lois, on doit se déclarer précisément aux heures où on va faire grève, et la direction en profite pour nous changer le planning une fois qu'on a fait les intentions de faire grève. Genre, je ferai grève de 13 h à 14 h sur mon équipe d'après-midi, au dernier moment, elle me dit mais non, t'es pas l'après-midi, t'es le matin. Alors je finis mon service à midi, je vais faire grève de 13 h à 14 h, c'est impossible. Elle a tout un tas de stratégies comme ça pour limiter les grévistes. Mais ça règle rien parce que le mec, le traminot, il n'a pas fait grève ce jour-là, il va faire grève le lendemain. Et puis il est encore plus frustré. C'est pas comme ça qu'on résout un conflit social. La direction de Tisséo n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Depuis une semaine, la mairie de Toulouse se déplace dans les quartiers de la ville et distribue gratuitement du raticide aux Toulousains. Objectif, impliquer les habitants dans la lutte contre ces rongeurs qui sont actuellement en période de reproduction. Et figurez-vous qu'ils sont aussi nombreux aujourd'hui que le nombre d'habitants à Toulouse. Jean-Marc Lucas. Le rat et la ville. Nous sommes loin de l'image Disney Pixar du gentil rongeur, mais en face d'une réalité beaucoup plus crue. Si l'on ne fait rien, dans les milieux urbains, le rat est un véritable fléau. Une seule solution, la dératisation. De produits raticides par la mairie de Toulouse. Cette campagne, commencée il y a 15 jours, s'achève. Au total, plus d'1 tonne de produits aura été distribués. On distribue des produits raticides pour les rats et les souris. Allez, je vais prendre votre main, s'il vous plaît. Je veux dire, il peut aller directement vers les poubelles, il peut rentrer régulièrement, on le voit dans les cuisines, dans nos placards. Et donc, avec tout ça, je peux dire que si on ne l'arrête pas quelque part dans sa prolifération, eh bien, il peut gentiment faire 30 petits par an et puis voyager comme ça au cours des routes et des fleuves tranquillement. Ce qui séduit les rats, ce sont les points d'eau comme la Garonne ou le canal du Midi. En milieu urbain, le rat n'a pas de prédateur. C'est donc une mission publique qui doit réguler la prolifération. Mais attention, il faut tuer les rongeurs et pas les autres animaux. Si vous avez un animal domestique, que ce soit un chat ou un chien qui venait à ingérer le produit, il faut se déplacer directement chez le vétérinaire avec cette plaquette-là. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Cette campagne s'achève, mais il y en aura une autre à la rentrée.
Au mois de septembre, là, on le sait bien, nous avons tous les rats et toutes les souris qui rentrent dans les maisons, qui vont se cacher. Donc nous ferons de nouveau une action auprès de la population. Avec le rat se pose plus largement la question de l'animal sauvage dans les villes, un thème rarement abordé. Dans la ville, ça part de la plus petite bête, les chenilles processionnaires par exemple, et ça va jusqu'au sanglier, ne l'oublions pas, jusqu'au chevreuil, qui aussi, il faut le savoir, se rapproche des villes. Donc là aussi, nous devons de voir tous ces animaux dans leur ensemble et de les traiter, je dirais, au mieux les uns après les autres et les uns avec les autres aussi. Il est d'usage de dire qu'il y a un rat par habitant dans les villes, mais tout cela est invérifiable. Visite de chantier ce matin de la future zone commerciale Hippodrome Sépierre. Les élus toulousains ont pu constater l'avancée des travaux. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2016. Il s'agit là d'un centre commercial de moyenne envergure sur une zone s'étendant sur plus de 30 000 mètres carrés, tout près de Bellefontaine. On écoute Jean-Jacques Bolzan, maire adjoint en charge du commerce. Oui, c'est un centre commercial qui vient compléter l'offre commerciale du secteur et au-delà même du quartier, de ce quartier. C'est complémentaire. Les enseignes d'une certaine taille, comme Casino, comme Decathlon, entre autres, Chaussea, viendront compléter l'offre de proximité qui existe place Antonios de Gaulle ou Bellefontaine. Voilà, c'est un centre commercial qui va aller au-delà, en bordure de rocade, près de la route de Saint-Simon, et qui va aller au-delà du simple quartier de Bagatelle, bien sûr. On va travailler aussi que les enseignes puissent embaucher, selon bien entendu les compétences, des personnes du quartier à proximité. Non seulement dans ces quartiers, mais moi je le préconise dans tous les quartiers, puisque ça facilite aussi les trajets domicile-travail, quoi. Un écureuil et un tigre, star du jour à l'ENAC. Il s'agit en fait de 2 hélicoptères. Pour la première fois, une journée entière était consacrée à ce mode de transport à l'École nationale de l'aviation civile. Les élèves ont eu le droit à de belles démonstrations. Résumé de cette journée avec Marlène Canal. Il est 10 h ce matin lorsqu'on entend les pales d'un hélicoptère écureuil de la gendarmerie fendre le ciel. C'est lui qui ouvre cette journée. Et à l'ENAC, les personnels et étudiants sont rassemblés pour l'événement. Mais pas seulement, la journée est aussi à destination du public. J'aimerais intégrer l'ENAC, notamment la filière ICNA, donc c'est ingénieur du contrôle et de la navigation aérienne, puisque mon rêve, ce serait de devenir contrôleur aérien. Comme on n'est pas de la région, donc on en a profité pendant les vacances pour venir ici. Et puis comme il y a la journée de l'hélicoptère, ça tombait encore mieux. Et l'hélicoptère, ça fédère autour de projets éducatifs, notamment ici les jeunes des quartiers nord de Toulouse ont élaboré un simulateur de vol. Oussama et Yann ont participé au même type de projet il y a quelques années. Une association est née et Yann a passé le concours d'entrée de l'ENAC pour être pilote de ligne. Je voulais être pilote depuis mon plus jeune enfance et donc avec ce projet de simulateur aéronautique, ça m'a permis d'accentuer un peu plus mes passions et d'être un peu plus déterminé sur mes projets. Ça fait quand même 2-3 ans qu'on les suit et on voit vraiment, ils sont vraiment hyper motivés et ils ont des très bonnes connaissances maintenant du monde aéronautique et ils animent des simulations sur leur simulateur 320 pour d'autres jeunes et il y a une vraie motivation et une vraie compétence acquise au cours de ces années lors de projets. Un peu plus loin, exposé dans le hall, il y a un Jean, un des tout premiers hélicoptères. Lui, c'est Claude, 80 printemps. Il est celui qui l'a retapé et il est incollable sur les 50 ans d'histoire de l'appareil. Il a une turbine qui est surdimensionnée au point de vue compresseur d'air et il envoie de l'air comprimé qui sort en bout de pale et ça fait tourner la voilure. Oui, c'est tout simple. Alors que le Tigre, lui, il est comme tous les autres hélicoptères. Il est entraîné par de gros moteurs, certainement surpuissants, et qui entraînent de façon mécanique les pales. Le Tigre, c'est cet hélicoptère de l'armée de l'air. Il ne fera son apparition qu'en fin de matinée, mais il reste incontestablement la star du jour. Ils ont bien piloté. C'est vrai? Oui. Et vous, monsieur? De bonne précision, là, il s'est bien posé sur le terrain. C'est magnifique, il y a du bon autour et puis on a le rayon de soleil. Il l'a fait venir. C'est assez impressionnant, ouais. C'est beaucoup plus gros qu'on peut imaginer en fait. Et ouais, comme on n'a pas l'habitude de les voir tous les jours, c'est assez impressionnant. Ouais. Et si l'ENAC s'intéresse notamment à l'hélicoptère, c'est que dans les années à venir, la Chine pourrait bien ouvrir son marché et avoir besoin de quelques 5000 appareils. Une formation de pilote d'hélicoptère pourrait être alors envisagée.
Après-demain, vous le savez, nous serons le 1er mai. Si en ce jour, on célèbre la fête du travail, le 1er mai est également associé au muguet, la célèbre fleur aux clochettes, synonyme de chance. À 2 jours du rendez-vous annuel, les fleuristes ont fait le plein avec du muguet arrivé de Bordeaux et de Nantes. Marie Larpent a rencontré l'un d'entre eux. Ils sont arrivés hier à la boutique, confortablement calés dans 7 cartons en direct de Nantes. 3500 brins de muguet et 60 pots attendent désormais d'être parés pour leur jour de gloire, le 1er mai. C'est un moment minutieux, voilà, c'est très fragile, donc il faut faire attention. C'est une période d'activité un peu plus importante que d'habitude, mais voilà, ça représente à peu près 3% du chiffre d'affaires annuel. Après un muguet décevant l'an passé, fleuri trop tôt, le cru 2015 est à point et réconforte les professionnels. Ce muguet est joli cette année, voilà, comme vous pouvez le constater, il est bien blanc. Il a des clochettes sur les 3/4 de la tige, donc c'est ce qu'il faut. C'est du premier choix. Il reste des boutons, donc ça va permettre aux clients de le garder plus longtemps. 3 brins, 7 brins, avec ou sans rose, en vase ou en composition. Le muguet sait s'adapter à tous les goûts et tous les budgets. Les gens achètent toujours du muguet, donc la tradition est bien respectée par rapport à ça. Qu'il s'agisse de perpétuer la tradition instaurée au XVIe siècle ou simplement de profiter du printemps, les clochettes seront au rendez-vous vendredi pour distiller parfum et bonheur. Et si votre jardin regorge de clochettes, sachez qu'il existe une tolérance exceptionnelle de les vendre sur la voie publique le 1er mai. Mais il faut pour cela respecter certaines règles. Seule la vente du muguet en brin est autorisée, sans autres fleurs, sans emballage, sans table ou tréteau et en respectant une certaine distance avec le fleuriste le plus proche. Tout cela est précisé par arrêté préfectoral. 2 grands noms du flamenco et de la guitare, Bernardo Sandoval et Sergi Lopez, seront en concert ce dimanche à l'Orangerie du domaine de Pierre-Paul Riquet. Je vous propose d'écouter un extrait du quintet de Bernardo Sandoval. Ils sont donc 4, donc c'est un quartet. Et sachez que Bernardo Sandoval, cette fois-ci en solo, fera partie des artistes présents lors du concert de soutien à TLT organisé à la Dynamo le 20 mai. Nous vous reparlerons de cette date et de cet événement très prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée. Prochaine édition demain 19 h.